Bonjour à tous, bienvenue à la Maison de l'Expatriation et bienvenue à vous tous en ligne. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle conférence présentée par HEC Montréal. À la Maison de l'Expatriation, nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h à 19h. Nous proposons des rendez-vous gratuits de consultation de 30 minutes pour les personnes qui le souhaitent pour parler de votre projet d'expatriation et vous apporter différentes informations pour préparer au mieux votre projet. Et nous organisons une série d'événements, environ 2 par semaine, en ligne et également présentiel à la Maison d'Expatriation comme vous le suivez aujourd'hui, pour vous informer sur différents thèmes et différentes destinations. Vous pouvez retrouver nos événements, si vous ne pouvez pas le suivre en ligne le jour même, en replay sur le YouTube du petitjournal.com. La Maison d'Expatriation a été créée par le petitjournal.com en collaboration avec la Caisse des Français de l'étranger. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de HEC Montréal. Nous allons parler du MSc Maîtrise en gestion avec Sihem Taboubi, la directrice du programme du MSc, Catherine Turban, responsable du recrutement et partenariat, et 3 alumni du programme, Alessandro, Guillaume et Angela, qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en tout cas d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je voulais profiter de la présence de CIEM en France pour pouvoir vous donner davantage d'informations sur le programme de MSc. Vous allez voir, c'est un programme assez passionnant avec pas mal de spécialités qui vous permet un petit peu de sortir des sentiers battus, de penser par vous-même. Voilà. Et puis ensuite, après, vous verrez avec nos alumni, nous parlons un petit peu carrière, etc. Au niveau réseautage aussi, tout ce que ça peut les amener dans leur carrière professionnelle. Voilà, donc je remercie donc Angela qui va arriver, j'espère, Alessandro et Guillaume qui ont pu se libérer de leur travail et être ici à temps pour témoigner tout à l'heure. Voilà. Alors, quelques mots sur Montréal. Donc, quand on pense à Montréal, peut-être, dites-moi, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà visité la ville de Montréal? Oui, d'accord. Pas trop inconnue. C'est vrai que quand on pense à Montréal, on pense une ville cosmopolite, multiculturelle, et puis à la pointe de l'innovation. Montréal est très connu pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, les effets visuels, tout ce qui est aussi recherche, et puis l'entrepreneuriat avec des programmes d'incubateurs et d'accélérateurs. Alors, Montréal est une ville aussi très connue au niveau du bien-être. Elle est souvent très bien classée en tant que ville étudiante. Je le disais tout à l'heure, une métropole culturelle avec énormément de festivals. On a d'ailleurs aujourd'hui avec nous Guillaume qui a travaillé dans le milieu culturel, qui pourra vous en parler tout à l'heure si vous avez des questions. Une ville internationale, c'est souvent un tremplin pour les francophones, c'est la première porte d'entrée pour l'Amérique du Nord. Une ville bilingue, c'est souvent une question qu'on me pose, est-ce qu'on parle anglais à Montréal? Oui, on parle anglais à Montréal. Là, on a mis 56% de la population est bilingue. Et puis, c'est une ville multiculturelle avec à peu près 120 communautés représentées. Les questions d'équité, diversité, inclusion qui sont aussi très importantes, si elle en parlera un petit peu plus tard également dans la présentation. Et puis une très bonne localisation, puisque une porte d'entrée, comme je le disais, dans l'Amérique du Nord, mais vous n'êtes pas loin non plus des États-Unis, Boston, New York. Nos diplômés vous parleront peut-être aussi des escapades qui sont possibles. Puis on en parlera aussi quand on va parler de la vie étudiante.
Donc, je le disais tout à l'heure, hein, pourquoi choisir HEC Montréal? Cyril viendra un petit peu plus en détail hein, au niveau des classements, les accréditations. C'est vraiment une école de renommée internationale. On propose le plus grand programme d'échange au Canada. Et puis, et bien, tout le réseautage aussi qui est possible avec un sentiment vraiment d'ancrage, d'une communauté importante au niveau des diplômés. Donc la vie étudiante, la vie académique est importante quand vous êtes sur place, mais elle se poursuit. Et on va avoir 3 exemples ici ce soir. Et je voulais aussi souligner qu'on a une association Europe Alumni qui est très active. Il faut savoir qu'HEC Montréal, c'est plus de 10 000 diplômés, si je ne me trompe pas, en Europe. C'est bien ça. Et voilà, donc, il y a des événements qui sont organisés, c'est du networking, ça peut être des conférences à thème, voilà, il y a plein de choses qui se passent justement pour conserver ce sentiment d'appartenance. Donc la vie étudiante, je voulais juste en dire 2 mots. Donc, importante, vous avez bien sûr des associations hein, qui sont là pour vous guider. Ça peut être déjà, premièrement, quand vous arrivez, visite guidée, hein, selon la formation animée partielle. Et puis ensuite, ce qu'on appelle des 5 à 9, des soulevés d'options, des événements de réseautage, voilà. Les compétitions universitaires aussi importantes. Pas mal de compétitions pendant l'année, un peu partout dans le monde. Voilà, vous pouvez regarder ça, je vous ai mis les liens, bien sûr. La présentation vous sera envoyée après l'événement. Et pour les personnes qui nous suivent en ligne, vous pouvez dès à présent commencer à poser vos questions. On aura de toute façon une période de questions à la fin de la présentation. Au niveau des infrastructures, hein, on est sur 3 campus aujourd'hui, mais très tournés vers tout ce qui est durable, transition énergétique, avec une structure moderne. Donc on a par exemple la plus importante bibliothèque d'affaires bilingue au Canada, qui est ouverte 24 heures sur 24, alors ça surprend les étudiants. Confortable et accueillante, chaleureuse. Des salles de cours très à la fine pointe de la technologie, très moderne. Et puis une salle des marchés en temps réel aussi, hein, pour les personnes qui sont intéressées par les spécialités finance. Donc 3 campus aujourd'hui. Un campus qui a été inauguré récemment au centre-ville de Montréal. L'édifice Hélène Desmarais, l'édifice Côte-Sainte-Catherine, où vous aurez l'occasion de retrouver aussi les associations étudiantes et le service d'accueil des étudiants internationaux, et puis l'édifice d'essai qui est le plus historique. Voilà, c'était une brève présentation, et puis on va passer maintenant dans le cœur de cette conférence. L'ancienne va vous parler donc, du programme de la MPC de HEC Montréal, les spécialisations, parce qu'elles sont nombreuses, les cheminements possibles, il y en a 2, la question des bourses, des opportunités, et puis la dernière question, mais une des plus importantes, c'est l'admission, comment ça se passe. Voilà. À tout de suite. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Midi, je suis David, directrice du programme. Merci d'être venu aujourd'hui ici sur place et puis pour les personnes qui nous suivent en ligne. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner le plus d'informations sur la MSC pour vous encourager à déposer une demande chez nous et bien sûr venir par la suite. Alors, tout à l'heure, Catherine m'a fait une mention très rapidement de nos accréditations à la HEC. En fait, on fait partie des rares écoles qui ont ce qu'on appelle la triple couronne, les accréditations. Ces accréditations, en fait, ça veut dire quelque chose de très important. Sur notre cas, ces accréditations, c'est pour la qualité de l'enseignement et de la recherche qu'on fait à HEC. Donc, on a vraiment en termes d'innovation pédagogique, en termes de qualité des cours communs, en termes de rayonnement au niveau de la recherche à l'échelle internationale, sont tous ces éléments-là qui sont évalués par ces organismes-là pour nous accréditer. Donc, ça vous donne déjà une idée de
ce qui est offert à l'école et notamment au niveau de la MSC. À la MSC, en fait, à HEC, il y a environ plus que 300 membres du corps professoral qui sont des diplômés des plus prestigieuses universités en monde. Ils viennent des États-Unis, de MIT, de Harvard, bref, plusieurs universités, notamment d'ici, d'Europe. Et ils sont tous impliqués au programme de la MSC. La plupart des personnes qui enseignent au programme de la MSC sont des professeurs de carrière, donc des gens qui ont un PhD, un diplôme de doctorat. Nous avons 36 chaires de recherche, une trentaine de centres de recherche, donc pour les personnes qui sont intéressées à s'initier à la recherche pour faire un doctorat par la suite, c'est aussi l'endroit où il faut être parce que vous pouvez être impliqué dans des groupes de recherche. Près de 500 diplômés de la MSC par année, plusieurs ont une carrière à l'international, donc ils sont un peu partout dans le monde. Un lien étroit avec le monde des affaires. Donc même si le programme de la MSC, je vais vous en parler un peu plus tard, est un programme assez axé sur la recherche aussi, mais c'est aussi de la recherche appliquée. Donc il y a beaucoup de travaux, par exemple, de contenu dans les cours qui est très axé sur le monde des affaires. Il y a plusieurs personnes du monde des affaires qui viennent en classe pour parler avec les étudiants, présenter des mandats sur lesquels travaillent les étudiants. Il y a plein d'activités aussi qui se passent au sein de HEC où on invite les entreprises. Il y a aussi des activités où les étudiants et étudiantes partent dans les entreprises aussi pour voir comment ça se passe. La plus grande bibliothèque d'affaires bilingue, ça Catherine l'a déjà dit, un environnement inclusif et une communauté engagée, dans le sens qu'à HEC, nous avons une direction EDI, qui est inclusion, diversité. Nous faisons très très attention à ça, puis nous encourageons justement cette mixité entre les gens. Non seulement au niveau du corps professoral, nous avons une bonne proportion, j'ai plus les chiffres en tête, mais plus que 30% des personnes qui enseignent à HEC Montréal sont issues de la diversité, mais également au niveau de nos étudiants. À la MSC, plus de 30% de nos étudiants viennent justement d'ailleurs dans le monde. Une multitude de ressources pour vous accompagner dans la réussite de votre parcours. Je parle ici du service de gestion de carrière parce que le service de gestion de carrière vous aide non seulement à trouver des opportunités de stage, mais également vous aider par la suite à trouver votre emploi et même vous accompagner tout au long de votre carrière. Donc ça, c'est un service à vie, on va dire, pour les étudiants et diplômés du programme. Mais il y a bien sûr d'autres services. Il y a le service aux étudiants qui va s'occuper de votre accueil pour améliorer votre expérience sociale à HEC, mais aussi à Montréal. On a l'association étudiante. Bref, on a le centre de formation en langue des affaires, par exemple, pour vous accompagner dans la rédaction, par exemple, de vos activités de synthèse. Bref, plusieurs services, vous aurez l'occasion de les découvrir rien qu'en allant sur notre site web. Bien sûr, une partie très intéressante, parce que si on fait un programme, c'est pour voir qu'est-ce que ça peut nous offrir par la suite. Le diplômé pourra vous le dire. On a un excellent taux de placement au niveau de la MSC. Quasiment 100% de nos étudiants qui diplôment arrivent à trouver un emploi dans l'année qui suit leur diplomation. Les salaires moyens, j'ai vu ici qu'ils les ai laissés en dollars, mais je pense que j'ai fait la conversion ce matin, c'est l'équivalent d'à peu près 50 000 euros, je pense, comme salaire moyen au niveau de nos diplômés. C'est un programme d'études spécialisé. Et ça, je veux vraiment insister parce que si je devais dire une seule chose sur le programme de l'ESC, je dirais justement c'est un programme spécialisé. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer la diversité des spécialisations. Pourquoi? Parce que c'est un programme qui permet de développer une expertise. D'accord? Donc, vous n'allez pas aborder la gestion de façon globale, vous allez pouvoir vous spécialiser dans l'un des domaines de la gestion. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un enseignement et un encadrement qui est fait par des professeurs de carrière, donc des professeurs qui détiennent un diplôme de doctorat, donc ils sont très actifs au niveau, bien sûr, de l'enseignement, du pédagogique, mais aussi de la recherche. Les spécialisations, elles couvrent tous les domaines d'expertise en gestion. On a une vingtaine de spécialisations en programme. C'est une formation qui est à la fois théorique et pratique. Donc, vous allez avoir à la fois des lectures d'articles scientifiques à faire, mais également des cas, par exemple. Donc, il y a beaucoup de diversité au niveau des approches pédagogiques qui sont utilisées dans le cadre du programme. Aussi,
je ne sais pas comment ça se passe dans les différentes universités et les écoles de gestion ici en France, mais chez nous, au programme de l'AMSC, c'est des petits groupes, dans le sens que le maximum que vous allez trouver dans une classe de cours, ça va être une trentaine d'étudiants. D'accord? C'est le maximum. Donc, ça favorise vraiment un lien de proximité, non seulement entre les étudiants et les étudiants, mais également avec les membres du corps professoral. Parce que ce qui caractérise aussi le programme de l'AMSC, c'est qu'au bout de vos cours, vous allez faire une activité dont j'ai parlé tantôt. Tantôt, ça c'est quoi tout à l'heure. Qui serait de faire soit un projet supervisé ou un mémoire. Donc, dans les deux cas de figure, ce sont des activités de synthèse où vous allez être encadré par un membre du corps professoral de HEC. Et c'est cet encadrement qui permet d'avoir aussi de développer cette proximité avec la personne qui vous encadre. Et bien sûr, comme je disais, un environnement inclusif. Le programme de l'AMSC de HEC Montréal est un programme qui a été classé souvent dans le top 100 un peu partout dans le monde. Je vous ai montré ici les derniers classements qu'on a eu, notamment notre maîtrise en affaires internationales, qui fait partie des meilleurs dans le monde, la deuxième dans le monde, mais également notre spécialisation en finance, en marketing, en logistique, global supply management, bref, plusieurs sont vraiment très très bien classés, analytique, data science, analytique d'affaires également. Donc, les spécialisations. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on a une vingtaine de spécialisations qui couvrent les domaines classiques, on va dire, de la gestion. Donc, que ce soit en finance, en comptabilité, en affaires internationales, marketing, bref, vous avez toutes ces spécialisations-là. Et vous avez également des spécialisations qui sont mixtes. Donc, si vous êtes, par exemple, à cheval entre le marketing et, par exemple, la science des données, vous souhaitez, par exemple, devenir un data scientist, un data analyst, il y a des spécialisations qui sont offertes qui vont vous permettre de le faire parce que vous allez suivre des cours à la fois en marketing et en sciences des données qui vont vous permettre de développer justement les connaissances et les compétences pour pouvoir par la suite occuper ce genre de poste. Donc vous avez par exemple la spécialisation ingénierie financière, elle combine à la fois des cours en finance et en sciences des données, donc modélisation, mathématiques, statistiques. Vous avez expérience utilisateur qui, elle, en fait, elle est au croisement de sciences des données, sciences de la décision, marketing, technologie de l'information. Vous avez économie financière appliquée, donc si vous vous intéressez à la fois à la finance et à l'économie. Donc vous avez comme ça plusieurs spécialisations qui sont hybrides, qui vous permettent justement d'aller suivre des cours dans ces différents domaines de la gestion. Donc c'est vraiment, on dirait, je pourrais dire que c'est quasiment du sur-mesure, puisque vous allez pouvoir suivre des cours qui vont vous permettre de développer le niveau d'expertise qui vous permettra par la suite d'aller chercher le genre de poste que vous souhaitez occuper. Les deux cheminements, donc vous avez peut-être déjà vu si vous avez visité le site web de HEC Montréal. Donc nous avons deux cheminements, un cheminement avec mémoire et un cheminement avec projet supervisé. Essentiellement, okay, c'est le même diplôme, d'accord. Au Canada, on parle de crédit de cours, c'est un peu l'équivalent des CPS, je pense ici. Donc, le programme de maîtrise, c'est un programme de 45 crédits. Donc, que vous fassiez le cheminement mémoire ou projet supervisé, ça va être toujours 45 crédits et c'est le même diplôme obtenu à la fin. La principale différence, c'est le nombre de crédits associés au cours versus l'activité de synthèse principale que vous allez faire à la fin de votre parcours. Donc, si vous choisissez de faire le cheminement mémoire, vous allez suivre moins de cours, 7 cours au total. Les cours chez nous sont des cours de 3 crédits, donc au total, si je fais 7 fois 3, ça fait 21. Le reste des crédits, donc les 24 crédits, quasiment la moitié de l'effort que vous allez faire dans le cadre du programme, vont être consacrés aux mémoires. D'accord? Donc c'est cette activité de synthèse. Si vous choisissez le cheminement avec projet supervisé, là c'est un cheminement où vous allez suivre beaucoup plus de cours et l'activité de synthèse, c'est de moindre envergure, on va dire. D'accord? Donc ici, vous allez suivre plutôt 12 cours, 36 crédits, sachant qu'un cours c'est 3 crédits, et un projet supervisé qui, lui, est un projet de 9 crédits. Dans quelques instants, je vais vous parler de la différence entre mémoire et projet supervisé. Et si vous voyez en fait
atelier de recherche, atelier de conduite responsable de la recherche, pareil ici, atelier conduite responsable de la recherche. C'est tout simplement des ateliers d'1 heure ou de 3 heures qui se donnent en ligne juste pour nous assurer que vous avez une formation en fait, sur la responsabilité sociale, la responsabilité des gestionnaires. Donc, le mémoire, c'est quoi? Le mémoire, c'est tout simplement, je pense, ce qu'on appelle ici une thèse, pas de doctorat, mais de maîtrise dans ce cas-ci. Et dans un mémoire, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on suit toutes les étapes de la démarche scientifique. Donc, on choisit un sujet. Ça peut être un sujet théorique, comme ça peut être un sujet très appliqué. Ça peut partir d'un problème que vous avez observé, peut-être au travail dans une entreprise, ou même un phénomène qui vous intéresse parce que vous avez lu un article de presse là-dessus. D'accord? Donc, c'est un sujet que vous choisissez. Vous identifiez un professeur qui va vous encadrer pour ce travail-là. Et puis, par la suite, ce qui va se passer, c'est que par rapport à ce sujet-là, vous allez faire une revue de la littérature, donc recenser les écrits sur le sujet, identifier un axe sur lequel vous allez étudier ce sujet-là. Donc, une fois que vous faites la revue de la littérature, souvent, ce qu'on va faire, on va collecter des données, on va les analyser, de différents types de méthodes qui vont être spécifiques à votre spécialisation. Puis par la suite, vous allez discuter, faire une conclusion, etc. etc. Et comme je l'ai mentionné, un mémoire, ça peut être quelque chose de très, très appliqué. Et le mémoire, ce cheminement-là, c'est ce qui va nécessiter à peu près la moitié des efforts, donc la moitié de votre investissement dans le programme. Donc, on va dire souvent, les cours, c'est les 2 premières sessions, puis par la suite, le reste du programme va être consacré au mémoire. Je vais vous parler tout à l'heure de la durée des études aussi. Le projet supervisé, comme je l'ai mentionné, c'est de moindre envergure, parce que dans ce cas, on parle de juste 9 crédits. Donc, c'est à peu près le tiers du nombre de crédits, même moins que ça, par rapport au mémoire. Et dans ce cas-ci, en fait, au lieu de faire toute la démarche scientifique, vous allez faire juste un petit bout d'un mémoire. Exemple, un projet supervisé, ça peut être justement juste une revue de la littérature par rapport à un sujet. Ça pourrait être aussi une entreprise qui vous donne accès à ces données, par exemple sur sa clientèle, puis vous allez traiter ces données pour pouvoir l'aider, par exemple, à segmenter le marché ou à se positionner. Bref, je donne comme ça des exemples, plus en marketing, je suis prof de marketing, mais vous comprendrez que l'idée, c'est que vous pouvez travailler sur une problématique d'entreprise et puis utiliser les techniques que vous aurez apprises dans le cadre du programme pour aider l'entreprise dans la résolution de la problématique. Donc, dans ce cas-ci, ça pourrait être plusieurs formes. Donc, comme je disais, il y a ce qu'on appelle le mandat d'intervention en organisation. Ici, dans la plupart des cas, ce que les étudiants et étudiantes du programme choisissent, c'est un stage dans une entreprise. Donc, ils font un stage dans une organisation, habituellement après 4 mois. Et à partir de ça, ils vont identifier une problématique sur laquelle ils vont travailler, puis ils vont rédiger un rapport. D'accord? Un rapport basé sur leur apprentissage dans l'organisation, puisque eux, ce qu'ils ont pu amener comme solution pour résoudre le problème d'organisation. Les autres formes de projets supervisés, ça pourrait être un mandat de recherche. Donc ça, en fait, les 3 derniers que vous voyez sont des projets supervisés qui se font à l'université, pas dans une entreprise. Donc ça pourrait être au sein d'une équipe de recherche, vous travaillez sur un mandat de recherche pour un prof, par exemple, un groupe de recherche. Cas pédagogique, donc ça pourrait être toute une revue de presse sur laquelle, à partir de laquelle vous pouvez écrire un cas sur une entreprise, une industrie, une situation quelconque. Et atelier d'experts aussi, c'est un type de projet supervisé qui peut être aussi utilisé dans certaines spécialisations. Donc, comme vous voyez, il y a 2 cheminements, mais c'est exactement le même niveau de rigueur et puis le même diplôme qui va être délivré à la fin, puisque l'idée, c'est d'acquérir les mêmes compétences, les mêmes objectifs d'apprentissage du programme. Donc, le programme, c'est un programme en fait où si on chemine à temps plein, donc on consacre tout son temps à son programme, on peut le terminer en 16 mois, donc environ 4 sessions, mais ça peut aller jusqu'à 2 années. Donc, habituellement, si on choisit le mémoire, la première session, on va suivre 4 cours à peu près, 3 cours à la deuxième, ou ça pourrait être inversé. Ça dépend de vous et du choix de cours qui est offert. Puis par la suite, les 2 derniers trimestres sont souvent consacrés à la réalisation du mémoire.
Si vous choisissez le projet supervisé, rappelez-vous que vous prenez plus de cours, donc on s'attend à avoir plus de sessions durant lesquelles vous suivez les cours. Et habituellement, on les suit justement 4 cours par session. On fait souvent le projet supervisé à l'avant-dernière session pour se donner un peu plus de flexibilité si jamais ça déborde sur le dernier trimestre. Plusieurs opportunités à la MSC. D'abord, les bourses. Sachez que à HEC, on offre annuellement plus de 1 million d'euros en bourse pour les étudiants et étudiantes de la MSC. Il y a les bourses d'admission. Ça, c'est type de bourse qui est offert justement à partir du moment où vous posez votre candidature au programme. Si on voit que vous avez un bon dossier, on va vous offrir justement des bourses pour vous encourager à venir chez nous. Donc ça, c'est les bourses d'admission. Les bourses d'excellence, c'est pour les personnes qui sont déjà dans le programme. Si vous performez dans le programme, là aussi, on peut vous offrir des bourses d'excellence. Il y a d'autres bourses aussi qu'on offre durant le programme. Par exemple, les bourses de rédaction, on a des retraites d'écriture pour les personnes qui sont à la phase de rédaction de leur mémoire ou projet. Donc, vous pouvez aller, c'est généralement des fins de semaine quelque part dans la nature où les étudiants et étudiantes passent du temps puis s'encouragent à rédiger. Des bourses pour les collectes de données, il y a des bourses de mobilité, donc si vous voulez aller en échange, réaliser des cours ailleurs, je vais vous en parler dans quelques instants. Et puis bien sûr, il y a des bourses thématiques parce qu'il y a à la Fondation en fait plusieurs donateurs qui vont choisir des profils spécifiques. Exemple, des entreprises, des banques qui choisissent d'offrir des bourses pour les femmes en finance. Donc, systématiquement, on va identifier les meilleures candidatures pour les femmes qui sont au programme et qui font justement la spécialisation finance. Elles peuvent bénéficier de ça. Il y a des bourses en développement durable, des bourses en affaires internationales, bref, elles sont spécifiques et elles sont déterminées, le profil est déterminé par les donateurs. Et bien sûr, il y a des bourses de soutien de la recherche qui sont offertes par le gouvernement pour les personnes qui sont plutôt inscrites au mémoire. Possibilité de passer au PhD, donc si ça fait partie des choses que vous souhaitez peut-être plus tard faire, sachez que le programme de l'ESC prépare très bien des études de doctorat, mais également il y a cette possibilité de faire un passage direct au doctorat. Donc à partir du moment où vous avez réalisé vos 7 premiers cours et que vous dites tiens, ça m'intéresse, puis qu'il y a un professeur qui vous dit vous avez le bon profil pour continuer, ben là vous pouvez directement passer au doctorat et gagner en fait ces crédits-là lorsque vous passez à l'autre programme. Le programme de certification QTAL, c'est un programme en fait de mobilité parce que si vous vous intéressez en fait à des spécialisations qui sont beaucoup plus quantitatives, donc méthode quantitative, finance, sciences des données, sachez qu'on fait partie de ce réseau QTAL qui est un réseau d'universités partout dans le monde et nos étudiants et leurs propres étudiants peuvent aller chez le partenaire pour suivre des cours qui sont à saveur quantitative. Donc là, on a toute une liste disponible à nos étudiants et étudiantes pour l'année qui peuvent choisir d'aller quelque part en Chine, la dernière fois en Angleterre, en Australie, suivre des cours quand il s'agit justement de cours qui sont de nature quantitative. Les doubles diplômes. On a en fait quelques doubles diplômes avec des universités ici même en France, le SCP Paris. On a Schema Business School à Lille, l'université de Melbourne et également NHH en Norvège. Donc dans certaines spécialisations, pas dans toutes les spécialisations, la plupart qui couvrent plusieurs spécialisations, c'est ESCP. Schema, c'est plutôt pour tout ce qui est comptabilité. Melbourne et NHH, je pense que c'est pour les gens qui s'intéressent à tout ce qui est logistique internationale et gestion des opérations. L'admission. Donc, première chose, conditions d'admissibilité. Donc, si vous avez un diplôme de premier cycle, donc dans ce cas-ci, que ce soit une licence ou un bachelor visé par l'État, c'est une bonne terminologie qu'on utilise ici, vous êtes éligible à la MSC. Vous devez bien sûr avoir un très bon dossier scolaire. Vous êtes admissible à partir du moment où vous avez une moyenne minimale de 12 sur 20.
Ce qu'on va vous demander souvent, c'est un test de langue. Si vous choisissez de faire le programme de la MSc dans une langue autre que celle que vous avez suivie en faisant vos diplômes précédents. Je le dis tout simplement parce que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais au programme de la MSc, je vous parlais d'une vingtaine de spécialisations, mais parmi ces spécialisations, il y en a 7 qui sont offertes aussi en anglais. D'accord ? Donc, sachez que durant le programme, il y a certains cours qui sont offerts à la fois en français et en anglais. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, suivre quelques cours en anglais, même si vous faites une spécialisation en français. C'est possible. Mais par contre, si vous voulez, par exemple, suivre notre MSc en anglais alors que vous avez fait un diplôme jusque-là en français, là, vous allez devoir faire un test de langue pour prouver que vous maîtrisez bien sûr la langue dans laquelle vous allez faire vos études. Alors, quelque chose de très important à mentionner, vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience professionnelle pour pouvoir être éligible à l'AMSC. C'est une bonne chose que d'avoir cette expérience, parce que vous pouvez la partager avec d'autres personnes, mais ce n'est pas exigé. Et dernière chose, il y a certaines spécialisations, pas beaucoup, qui vont demander les tests type TAJMAJ, GMAT, IRE. Je pense qu'il y a juste pour finance que c'est obligatoire. Pour les autres, ce n'est pas exigé, ou encore des fois, ça peut être optionnel. Ça peut venir bonifier votre dossier de les avoir, mais ce n'est pas exigé. Donc, notre processus d'admission, vous allez voir, on a 2 comités. La première étape, en fait, pour vous, serait de déposer votre dossier en ligne. C'est un processus très, très simple de dépôt en ligne. Vous avez toute la liste des documents que vous devez fournir. Une fois que vous avez déposé votre candidature avec tous les documents complets, que vous avez payé les frais de dépôt, il y a en fait un premier comité qui va examiner votre admissibilité. Donc, s'assurer que vous satisfaisez les conditions que je viens d'énumérer. Vous avez votre diplôme, vous avez la moyenne minimale, etc., etc. Une fois cette première évaluation est faite, ça passe à un deuxième comité qui, lui, est un comité pédagogique. Donc, dans ce cas-ci, on va regarder en détail vos relevés de notes, pas juste la moyenne, mais on va voir c'est quoi les cours que vous avez suivis pour être en mesure de voir est-ce que vous êtes prêt ou prête pour pouvoir suivre le programme dans la spécialisation qui vous intéresse. Des fois, on peut vous dire, tiens, vous n'êtes peut-être pas bien préparé pour telle spécialisation si vous prendrez 1 ou 2 cours de préparation. Il y a cette phase préparatoire ou c'est tout simplement une phase de mise à niveau pour vous permettre par la suite de bien réussir. Et bien sûr, par la suite, une fois qu'une décision est prise, ça vous est communiqué directement par courriel Inaïs pour, j'espère, une décision favorable. Petit rappel des demandes d'admission en ligne, les délais. Donc, si vous souhaitez, on a des admissions pour toutes nos spécialisations 2 fois par année. Donc, à la session d'hiver, si vous souhaitez commencer la maîtrise à la session d'hiver, le délai, c'est le 15 septembre pour déposer votre dossier. Et si vous souhaitez venir à l'automne prochain, ce sera le 1er mars. Vous pouvez aller sur le site web pour consulter les conditions d'admission, l'admissibilité, le calendrier, les dates limites, etc. etc. Vous avez aussi l'information sur les frais de scolarité. Catherine, tout à l'heure, je pense qu'elle a fait la conversion pour les frais de scolarité. Vous avez mais toute cette information-là. Ce que je vous propose de faire, vous allez voir à la fin de ma présentation un code QR. Je vous encourage à aller le scanner. Et ça vous envoie directement sur la page des maîtrises que nous offrons avec toutes les spécialisations. Pour chacune des spécialisations, vous cliquez là-dessus. Vous allez voir qu'il y a plusieurs onglets. Notamment, il y a un onglet sur les frais de scolarité. Donc, ça vous donne une idée sur combien vous coûterait le programme de la MSc pour la totalité du programme, mais également par année ou par session. Une chose très importante aussi, si vous voulez en savoir beaucoup plus sur, par exemple, les opportunités d'emploi, les compétences développées dans le cadre d'une spécialisation en particulier, nous avons pour chacune des spécialisations un professeur de carrière qui agit à titre de responsable de spécialisation. C'est la personne, c'est un petit peu l'ange gardien des personnes qui sont admises dans le programme parce que ce sont ces personnes-là qui vont leur conseiller le choix de cours qu'ils devraient faire, quand est-ce qu'ils doivent faire tel cours par rapport à un autre, qui vont les conseiller par exemple dans le choix d'un directeur ou d'une directrice de recherche pour leur mémoire, pour leur projet
supervisés. Bref, ce sont les anges gardiens pour les différentes spécialisations, dépendamment de laquelle vous allez avoir. Donc, j'ai mis ici les spécialisations à l'Orient. S'il y a quelque chose, une spécialisation spécifique qui vous intéresse, comme on disait, vous allez avoir accès à cette présentation, donc vous allez pouvoir l'identifier, aller directement lui écrire un email, puis ça me fera plaisir d'y répondre. Et voilà, je pense avoir terminé, j'espère ne pas avoir pris beaucoup de votre temps. Donc, je pense, je te laisse Catherine prendre le relais. Invite nos invités vite. Bien, donc je refais les présentations. Donc, Angela, Alessandro et Guillaume, donc, qui sont deux très bons ambassadeurs d'HEC Montréal, puisqu'ils font partie de l'association Droit à l'Uni. Ils organisent énormément d'événements et puis ils sont aussi disponibles. Comme vous pouvez le voir, ils ont réussi à venir nous rejoindre aujourd'hui. Des profils, vous allez voir, différents, internationaux, des personnalités aussi différentes. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Peut-être on va peut-être commencer par une question, je dirais un petit peu basique. Avec toi, tu es lui proche de moi, c'est pourquoi tu as choisi HEC Montréal. Donc Alessandro, comme son nom l'indique, est italien. Faut reconnaître, voilà. Pourquoi HEC Montréal? Voilà. Alors, merci beaucoup et bienvenue à tous et à toutes ici et en ligne. Alors oui, comme vous pouvez entendre aussi dans l'accent, je suis italien. Donc je suis un peu un cas un peu particulier parce que je suis rentré et j'ai découvert l'opportunité de HEC Montréal grâce à une opportunité de double diplôme avec mon université en Italie qui l'offrait justement, c'était la deuxième année qu'il offrait le partenariat avec HEC Montréal. Et spécialement, j'ai fait la maîtrise en affaires internationales, International Business en anglais, donc seulement pour donner deux. Et donc, pourquoi HEC Montréal? Mais parce que quand nous, dans notre programme, il y avait plusieurs doubles diplômes avec différentes universités partenariats avec parmi lesquelles on pouvait choisir. Et moi, je vais trouver en HEC Montréal à la fois l'opportunité de Montréal telle qu'elle, comme il a déjà mentionné, une ville très internationale, mais surtout avec ses bilinguismes, qui c'est très important, surtout pour moi, que je voulais continuer à développer le français à la fois, que j'avais commencé à étudier à l'école, et l'anglais qu'on étudiait, on faisait les cours déjà à l'université en Italie, mais surtout dans un contexte un peu dynamique, très jeune, avec que ce n'était pas forcément l'ambiance qu'on connaît très bien des États-Unis, donc un peu standard des États-Unis, mais c'était vraiment un dynamisme et une balance entre le contexte plus européen, parce que quand même le Québec, il a une influence très forte depuis l'Europe, et le contexte américain, donc un peu que c'était une réalité à découvrir. Et en plus, à HEC Montréal, j'ai trouvé le cours d'affaires internationales, International Business, c'était un cours qui était vraiment 360. Au niveau que, mais pour moi, je trouvais que les cours dans lesquels il y avait du marketing, il y avait un peu de finance, il y avait des matières plus sustainability, il y avait vraiment un full package parmi lesquels on pouvait choisir pour compléter un peu les zones dans lesquelles moi je sentis que je voulais un peu plus développer et je voulais un peu plus d'aide, on peut dire, pour découvrir des nouveaux sujets, surtout d'une manière très différente. Parce que ça c'est aussi, je m'arrête à parler, je n'ai pas tout le temps, mais on peut dire, une des grandes forces chez HEC Montréal, c'est vraiment, les cours, ils sont vraiment basés sur des sujets qui sont pratiques. Donc, vous allez voir, c'est vraiment des sujets autour de quelles sont les problématiques qu'on peut voir le seconde où on ouvre la porte et on sort de l'université. Donc, ramener les sujets du quotidien à l'étude et avec les instruments de la partie académique. Donc, ça, c'était vraiment une chose qui m'a permis vraiment de compléter mon background académique. Très bien. Vous pourrez bien sûr lui poser d'autres questions. Et pour les personnes qui nous suivent en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Deux conseillères qui sont là pour répondre à vos questions. On va continuer avec Angela, qui est la plus récente diplômée.
en fait, parmi vous trois, un profil aussi international et qui a fait le double diplôme avec notre partenaire de l'ESCP. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Parler de ton profil, c'est aussi très intéressant. Et puis le double diplôme et comment ce diplôme, la MSC, t'a amené ce que tu fais aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là ce soir, ça fait plaisir de vous voir. Moi, je suis originaire. Donc, je suis la seule paper française ici. Hein. Moi, je viens du Canada. Je viens d'Ottawa, donc la région nationale. J'ai fait mon bachelor en finance à l'Université d'Ottawa. Et ensuite, j'ai eu plusieurs expériences en finance, mais je me suis dit, rendu au master, j'ai encore envie d'étudier, mais pas finance, plus le développement international. Donc, j'ai suivi la même formation qu'Alessandro en affaires internationales, par contre, en commençant à Montréal. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai vraiment, pour pas répéter ce qu'elle dit, plus ajouter quelques éléments. En affaires internationales, il y a vraiment deux profils. Développer un pays du tiers-monde, aller faire de l'aide, des projets résilients et de développement durable, mais aussi développer la business à l'international. Donc, vraiment, le côté développement national ou commercial. Donc, moi, j'ai pris vraiment des cours dans les deux, ce qui m'a permis aussi d'être choisie dans ma spécialité, à aller à Washington, faire un stage dans la plus grande agence de développement international au monde, qui s'appelle l'USAID. Donc, pour un été, je travaillais à Washington avec les Américains, donc ça m'a permis de voir un peu comment que ça fonctionne et puis avoir un avant-goût de comment développer des projets et les installer dans les pays en développement. Ensuite, on m'a dit, tu peux soit finir ton année à Montréal ou l'opportunité d'aller à Paris. Je me suis dit, plus facile, je vais aller à Paris. Donc, j'ai été admise à l'ESCP. Donc, je n'avais jamais vécu à Paris. Par contre, à l'ESCP, c'est en management. Donc, c'était différent que la maîtrise spécialisée, où il y avait beaucoup de recherches, beaucoup d'interactions avec le prof. Ici, en France, je pense que vous êtes un peu plus habitué que moi, c'était plutôt des deadlines à chaque semaine, travail d'équipe. Donc, c'était vraiment une dynamique très, très différente. Ce que j'ai plus apprécié à HEC de Montréal, c'est cette indépendance que vous avez de choisir ce qui vous intéresse à faire un projet. Et puis, les professeurs, c'est devenu de vos amis. Moi, je suis encore en contact avec eux. Ça fait 2 ans que je suis graduée, mais je leur parle toujours, même après pour les conseils de travail, ça m'aide beaucoup. Et puis, en ce moment, ça fait 2 ans que je travaille dans un cabinet de conseil français, mais qui est à l'international. Donc, j'ai vu ce qu'était de développer des projets pour un pays en voie de développement. Et maintenant, je suis sur l'autre côté, qui est de développer la business à l'international. Merci. Et puis, on va finir avec Guillaume. Ça va être un autre accent que le français. Je suis désolée. Voilà. On a parlé de multiculturel, de diversité. On est exemple vivant. Voilà, c'est pour ça. C'est un petit peu le thème aussi. Donc, Guillaume, lui, est diplômé de notre formation de 2e cycle qu'on propose, qui s'appelle le DES. Si vous avez fait un petit peu des recherches sur HEC Montréal et le programme qu'on propose, c'est aussi un très bon programme de 2e cycle. Mais je vais plutôt orienter ma question, Guillaume, sur la vie étudiante. Comment ça s'est passé pour toi, ton intégration? Qu'est-ce que tu retiens vraiment de cette expérience montréalaise au global? Bonjour à toutes et tous, ça me fait, comme mes camarades ici, très plaisir de vous rencontrer et de parler un petit peu d'HEC Montréal. Sur la vie étudiante d'HEC Montréal, alors moi je connaissais bien Montréal, non pas parce que j'y étais, mais on va dire surtout parce que j'y ai vécu pendant 4 ans. J'étais avant étudiant à l'UQAM. Et ce qui m'a attiré vers HEC Montréal, c'est en dehors de la qualité des cours, des professeurs, de la spécialisation des programmes, qui ont été abordés par Angela et Alessandro, c'est la qualité de vie étudiante qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres universités, et c'est aussi un témoignage que je peux vous faire parce que j'ai connu une autre université montréalaise. Je pense que ce qui est important dans HEC Montréal, c'est l'implication que vous pouvez avoir. On a parlé rapidement tout à l'heure dans les comités, vous avez beaucoup de comités. Moi j'étais dans le comité culturel parce que c'était une spécialisation dont j'ai beaucoup aimé. On a organisé des activités, sorties à l'opéra, on a organisé une conférence avec le directeur des Grands Ballets du Canadien de Montréal, on a fait des sorties culturelles. Bref, l'idée c'était un petit peu de donner un peu cette touche culturelle aux étudiants. Vous avez tout plein de
comité, vous avez même le comité du bal de promo. Voilà. C'est un ami qui m'a organisé, qui était l'un des organisateurs du bal de promo. Il y a plein de choses comme ça. L'idée aussi des comités, c'est de vous donner l'opportunité de pouvoir vous impliquer, de prendre des responsabilités. Je pense que c'est important pour des jeunes étudiants de pouvoir prendre des responsabilités et ensuite de pouvoir le mettre en avant dans vos entretiens d'embauche, de dire oui, effectivement, je suis diplômé, j'ai peut-être assez peu d'expérience professionnelle, mais vous avez été sur des sujets concrets de construction de projets qui étaient assez ambitieuses. Et donc ça, il y a une richesse au niveau de l'implication étudiante au sein de l'université. Je crois qu'il y a un comité des gastronomes. Donc, on va dire qu'il y en a pour tous les goûts. Donc ça, vous pouvez vous impliquer dans les comités. Et puis après, on en a parlé, vous avez des conférences, vous avez le TED HEC Montréal, vous avez aussi des 5 à 9 qui sont plus, on va dire, des apéros, des afterwork et autres. Donc ça, c'est important, on va dire, la richesse de la vie étudiante à HEC Montréal. Il y a assez peu de personnes qui sont mises de côté, parce qu'en fait, vous arriverez toujours à trouver quelque chose qui va vous plaire. Ça répondait à ta question? Oui, globalement. C'est vrai qu'on dit le logo de HEC Montréal, c'est un monde de possibilités qui se créent. Mais vous voyez, en fait, ils en sont tous les trois. Vraiment la trace, la vérité, en fait. Donc voilà, vous rentrez dans un parcours riche, vraiment qui va vous apprendre aussi à vous connaître mieux personnellement, à avancer ensuite par la suite. Hein, la question aussi du développement personnel est importante. Et puis vous avez des professeurs qui sont très présents. Ça, c'est vrai que c'est très propre, je dirais, à HEC Montréal. Vous êtes accompagné dans cette nouvelle expérience. Maintenant, c'est à vous. On a beaucoup parlé. Maintenant, c'est à vous. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Profitez bien sûr de la présence de vos amis qui sont là. Et puis pour les personnes qui sont en ligne, voilà, n'hésitez pas. Également, je vais aller faire un petit tour pour regarder s'il y a une petite question à poser. Je peux poser si vous voulez. Oui. Je peux commencer par une première question. Il y avait une question sur les effectifs, en fait, le nombre de personnes qui sont justement présents pour les MSC. Est-ce que c'est des effectifs larges ou finalement c'est plus des petits groupes? On parle de la classe ou de la taille de tout le Je programme? pense des classes, en fait. Je pense. Ok, les classes, le maximum c'est 30 personnes. Chaque année, on admet au programme environ 500 personnes. C'est l'équivalent de 500 qui diplôment aussi du programme. Donc, mais quand on parle de 500, on parle de 20 spécialisations, plus 7 autres en anglais. Donc, si vous faites la division, vous allez trouver à peu près le nombre de moyens d'étudiants et d'étudiantes qu'on peut trouver dans une classe de cours. Effectivement, ce n'est pas des cours donnés dans un grand amphithéâtre avec un micro, pas du tout. C'est vraiment pas... Et là, je vous dis, le maximum, c'est 30, mais en moyenne, c'est environ entre 20 et 25 personnes dans une classe dépendante, parce qu'il y a des cours qui sont très, très, très spécialisés, très axés sur certaines notions spécifiques. Et dans ce cas, il n'y a pas beaucoup d'étudiants et d'étudiants qui vont les choisir. C'est plutôt dans les cours obligatoires qu'on va atteindre le maximum de temps. Parce que justement, peut-être une petite parenthèse, vous ne posez pas de questions, alors je vais me les poser puis je vais vous répondre. Habituellement, en fait, dans toutes les spécialisations, ce qui est, donc je disais, il y a des cours, puis après c'est d'activités de synthèse, que ce soit en mémoire ou projet supervisé, et il y a une structure dans chacune des spécialisations. Et dans toutes les structures, il y a un ensemble de cours qui sont obligatoires, donc des cours notamment de méthodologie pour développer des compétences analytiques, des cours de spécialisation dans le domaine qui sont aussi obligatoires. Et puis souvent, en fait, il y a des cours qui sont, comme je disais, où vous allez pouvoir vous forger votre profil sur mesure. Donc vous avez la possibilité, par exemple, de choisir un cours au choix ailleurs. Ça peut être dans une autre spécialisation, comme ça peut être aussi dans une autre université ou dans un autre programme de deuxième ou de troisième cycle. Donc bref, il y a toute cette variété, comme je disais, parce qu'on souhaite donner aux personnes qui vont diplômer du programme cette
possibilité de se faire un profil bien personnalisé pour pouvoir justement préoccuper le genre de poste qui souhaite. Ah, Je vais lire bonsoir à tous. Merci surtout pour toutes les expériences que vous avez eu à partager. Il y a quelques questions. Là, je vais commencer avec la première. Par exemple, pour une personne qui souhaiterait faire la thèse, est-ce qu'il est conseillé de faire d'abord la maîtrise avec projet supervisé, marquer une pause entre-temps, par question de pouvoir accueillir certaines expériences et continuer par la suite, ou vous préférez le parcours linéaire, c'est-à-dire prendre directement la maîtrise avec mémoire? Je peux peut-être répondre à la question. En fait, que ça soit le cheminement projet ou mémoire, les deux cas de figure peuvent vous permettre d'aller vers le doctorat et la thèse. C'est bien du doctorat que vous parlez de thèse. C'est parce que je sais qu'il y en a certains qui parlent de thèse pour parler de mémoire. Mais en tout cas, si c'est le cas, quel que soit le cheminement, vous pouvez le faire. Et sachez que les cours sont les mêmes en mémoire ou en projet supervisé. Donc, vous pouvez en fait suivre les 7 premiers cours, que ce soit au cheminement mémoire ou projet supervisé, puis par la suite aller vers le doctorat. Maintenant, la question de arrêter, aller travailler et revenir, il y a des situations qui vont faire que votre statut, il va falloir voir si vous avez cette possibilité d'arrêter le programme, travailler, revenir. Ça dépend un petit peu de cette question d'immigration. Sur laquelle je ne vais pas m'avancer, je ne suis pas une spécialiste là-dedans. Et ce que vous devez savoir, c'est que dans le programme, vous avez quand même un délai maximal de 4 années pour le terminer. Donc, si c'est ce que vous souhaitez faire et que vous avez la possibilité de le faire du point de vue immigration, bah, sachez qu'il va falloir terminer le programme en 4 années. Je réponds à votre question? Et on avait une autre question aussi. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Junior Noifo, encore notre accent, je suis camerounais. Je suis à Néoma Business School à Paris depuis 2 ans. Et je voulais savoir, là, je suis en Master 2. Est-ce que ça serait intéressant pour moi de terminer mon Master 2 et de faire un autre Master à HEC Montréal en une filière, disons, quelconque, en Lucie par exemple? Et, pardon, je n'ai pas bien entendu. Hein? Je demandais, est-ce que c'est. Là, je suis en Master 2. Ouais. Du coup, le programme, c'est sur 4 trimestres. Est-ce que c'est. Étant donné que j'ai un Master 2, je ne ferais que 2 trimestres, je ferais quand même les 4 trimestres, comme j'ai déjà un Master 2 en fait? C'est ma question. Ah, il faut faire tout le programme. Oui, tout le programme. Peut-être honneur aux dames. Merci. Je vais rebondir justement sur ta question. Est-ce qu'avec un profil, donc avec un Master 2, quand on candidate, avec des relevés de notes de Master, ou tous ces relevés de notes, y compris donc la licence, etc., comment ça se passe à ce moment-là? Si on veut refaire un autre Master, bien entendu, avec tous les cours. Vous allez en fait nous remettre tous les documents de tous les programmes récents que vous avez effectués. Premier et deuxième cycle aussi. On va tenir compte de vos notes aussi du Master 2. Okay. Depuis le baccalauréat, en fait, si vous avez fait un baccalauréat en France. Vous dites qu'il y a à peu près 500 admis par an en maîtrise, mais il y a 2 sessions pour rentrer du coup en MSc. Est-ce qu'il y a une session qui est un peu plus facile? Peut-être que les gens ont moins tendance à rentrer à la session d'hiver plutôt que la session d'automne. Est-ce qu'il y a moins d'applicants pour une des 2 sessions et plus de place? Je dirais que la plupart des admissions vont se faire à l'automne. C'est une question, je pense, de moment où est-ce que les gens ont leur diplôme et ça. Exactement. Voilà. Donc la plupart commencent et puis systématiquement, les étudiantes internationaux, on les encourage à postuler pour l'automne parce que ça leur laisse assez de temps pour pouvoir préparer leur papier d'immigration. On les décourage de le faire à l'hiver. Ça ne veut pas dire qu'on ne les admet pas. S'ils sont prêts, ils ont leurs documents, c'est bon. Maintenant, en termes de conditions et exigences, ça demeure les mêmes. Ce sont les mêmes comités qui examinent les dossiers. On a effectivement beaucoup moins de personnes qui commencent à l'hiver. Habituellement, on admet peut-être, je dirais, entre 150 et 200 à l'hiver. Mais ça, c'est souvent des gens, par exemple, qui ont déjà eu leur diplôme, qui ont travaillé, puis qui ont décidé de revenir, puis là, ils reviennent à l'hiver. Donc, c'est plus ça que des gens qui viennent tout juste de diplômer, qui eux embarquent généralement à l'automne.
Il y avait juste une question du chat qui peut faire écho à celle-ci. Ouais. Est-ce qu'il y a des spécialisations qui sont plus compétitives que d'autres, justement, pour l'entrée au MSc? Oui, je dirais qu'on a certaines spécialisations qui sont très contingentées. C'est bon, vous savez, tout le monde veut faire data science, tout le monde veut faire de l'intelligence artificielle, d'apprentissage machine et tout ça. Donc, vous comprendrez que business analytics, data science, elle est contingentée. Donc, vous allez voir sur le site web, en parcourant les différentes spécialisations, oui, le programme de la MSc est contingenté globalement, mais il y a certaines spécialisations où on cherche un profil particulier. Exemple, data science, on va chercher des gens qui ont un diplôme d'ingénieur, des mathématiciens. Donc, des profils bien spécifiques, c'est ce qui vont être privilégiés. D'accord? Parce qu'on sait en plus que leurs chances de réussir le programme par rapport aux étudiants du programme sont très très bonnes. Mais il y a d'autres spécialisations où c'est pas qu'on est moins exigeant, mais au contraire, on encourage une diversité de profils dans la spécialisation. Exemple, notre spécialisation en management. On cherche à avoir des gens qui viennent de plusieurs horizons. On a des gens qui ont fait justement, qui ont été, je sais pas, dans la culture, des gens en gastronomie, des gens qui ont déjà fait du management. Donc c'est vraiment, l'idée c'est de mélanger des gens qui ont des profils très variés et c'est ça la richesse de l'expérience dans cette spécialisation-là. Donc, vous allez voir dans les spécialisations les plus contingentées qu'il y a un profil qui est spécifié. Je ne sais plus si j'ai bien répondu, je parle trop moi aussi. Très clair. Une question. Alors, moi, je suis Julio Mungadi, donc actuellement, je finis mon master de l'année prochaine. J'aimerais donc faire du coup un autre master en business international parce qu'actuellement, le travail que je fais, c'est plutôt dans l'international, mais en fait, le master que je vais faire, c'est seulement en business et pas en business international. Donc j'aimerais faire, en fait, visiter justement le master en affaires internationales et le MAPI de l'Université de Montréal, le master en affaires publiques internationales. Et du coup, je me demandais, est-ce que votre master, votre maîtrise en affaires internationales donne aussi des possibilités, par exemple, de travailler dans la science politique, dans le sens où, par exemple, dans les relations internationales, mais du côté business, pas du côté politique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que tu avais déjà répondu à cette question, Oui, Angela. oui. Oui. Donc, par exemple, des exemples de stages peuvent s'offrir lors de... Moi, j'ai fait le MIM M2, donc je sais c'est quoi en France. Je trouve que c'est un très bon complément. Ce que HEC offre, c'est totalement différent. C'est pas, vous n'allez rien répéter. C'est très spécialisé. Vous choisissez les projets que vous voulez étudier. Donc, vous avez un cours, par exemple, je ne sais pas moi, de supply chain international. Si vous voulez étudier la mode, vous pouvez étudier la mode. Quand vous utilisez les forêts, vous pouvez utiliser. C'est vraiment à vous de choisir. Donc, pour répondre à votre question, un des stages à faire, il y a l'OCDE, que ce soit en policy making ou en business analyst. Par contre, là, il faut que les études ça concorde un peu. Donc, les choix de compte, les choix de projet, ça va en ligne. Mais si vous avez une idée par rapport à ça, USAID aussi à Washington, puis il y a aussi beaucoup de bourses qui vont aux personnes qui se démarquent comme ça. Donc, les bourses qui ont été listées antérieurement, moi, j'ai jamais eu de bourse avant d'entrer à HEC Montréal, mais j'étais vraiment investie. À HEC Montréal, je me suis démarquée, puis j'ai reçu beaucoup. Donc, tout ce qu'ils disent, l'aide des professeurs, l'aide financière, je ne me suis jamais sentie toute seule, même pour venir ici à Paris, ils m'ont aidé pour mon intégration, le réseau. Donc, vous êtes vraiment bien accompagnés. Donc, je répondrai oui. C'est à vous de choisir exactement ce que vous voulez. En tant que business ou policy making, il y a les choix des deux, mais il faut être proactif. Il y a des profs qui ont des expériences extraordinaires. Vraiment, les profs, moi, ça m'impressionne à chaque fois, sont autant professionnels que très, très amicaux. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à aller chercher. Le tutoiement qui est très présent. Oui, c'est un petit peu choquant quand on arrive comme ça de France. Mais oui, le tutoiement se fait très facilement. Et la bienveillance. Et la bienveillance, c'est très important. Ouais. On dirait une question après ici. Oui. En fait, déjà poser une première question, ça va être un peu un cas pratique. Il y a un parcours un peu atypique, étant donné qu'après le bac, j'ai fait une maîtrise en sciences du langage avant de venir faire l'expertise en communication. Et entre-temps, j'ai été négociant de matières premières. Donc, l'idée ici, c'est de partir sur le master administratif affaires internationales. Mais mon inquiétude, c'est que je n'ai pas, si je peux le dire ainsi, les prérequis académiques, étant donné que
dans votre allocution, vous avez insisté sur la gestion. Donc, je ne sais pas trop s'il va falloir que l'étudiant ait eu un parcours en gestion forcément pour pouvoir faire l'affaire internationale. Non, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a certaines spécialisations pour lesquelles il y a un profil qui est recherché. Ce n'est pas le cas d'affaires internationales. Aussi, ce qui va se passer, c'est que quand le comité pédagogique va évaluer votre dossier, il va regarder c'est quoi les cours que vous avez suivis, puis par la suite, il va dire, ah tiens, il a un bon dossier, il a du potentiel, mais ça lui manque quelques compétences, par exemple, pour connaître les bases en affaires internationales. Alors, on va lui imposer ses cours de préparation. Les cours de préparation, ce sont des cours de ce qu'on appelle le 3e année bac. Je pense que c'est l'équivalent de la dernière année de la licence ici. C'est ça, hein? Merci. Donc, c'est quelques cours, justement, de la dernière année de la licence pour mettre à niveau, comme ça, la personne elle maîtrise les bases, on va dire, de la spécialisation. Comme ça, après, une fois rendue à la MSc dans cette spécialisation, elle peut être fonctionnelle et augmenter ses chances de réussite. Merci. J'ai vu par la suite, par ici et après là, je pense. Hein. Okay. Allez-y après. Je voulais poser une question par rapport au double diplôme. Est-ce que c'est automatiquement au dernier semestre de la dernière année, où il peut avoir lieu à différents moments, et aussi pour les opportunités à l'étranger, est-ce que c'est seulement en double diplôme ou il peut y avoir des sortes d'échanges universitaires dans des universités partenaires? Okay. Je vais répondre à la dernière question par rapport à l'échange, si vous permettez. L'échange, en fait, c'est surtout QTEM. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, tout ce qui est matière quantitative, là, vous pouvez aller en échange pour suivre quelques cours. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de programmes d'échange comme on le fait au niveau de notre BA, le bachelor ici. Ce n'est pas très encourageant au niveau de la MSc. Maintenant, les doubles diplômes, ça dépend beaucoup des ententes avec les partenaires. C'est très variable. Il y a certains doubles diplômes, par exemple, pour être éligible, il faut avoir suivi un minimum de cours. Donc là, dépendamment de, par exemple, est-ce que vous avez suivi ce minimum-là, vous allez pouvoir partir à partir du moment où vous l'avez fait. Si ce n'est pas le cas, on va vous dire terminer vos 9 ou 12 crédits. Donc, ça dépend un petit peu des ententes. Je ne les ai pas toutes en tête, mais vous pouvez toujours aller regarder sur notre site web le listing. Je pense qu'il y avait le lien vers notre page double diplôme. Je ne pense pas qu'il y a les conditions, mais si vous voulez les connaître. Et ça se prépare au cours de la première année de MSc, selon nos résultats académiques, tout ça. On va dès la première journée, vous allez mettre les pieds à HEC, vous allez rencontrer l'équipe des doubles diplômes qui va vous parler de toutes les possibilités, des conditions et tout ça. Donc, et quand est-ce qu'il faut se préparer? Il faut toujours arriver avec des idées, des ambitions, et puis on vous donne cette possibilité justement d'atteindre ça. Donc, avoir des petites idées, mais il y aura les personnes pour vous informer avec les détails à ce niveau-là. Pour vous aider à planifier. Sans frais de scolarité supplémentaire. Typiquement, à ESCP, il n'y a pas eu à payer. J'ai eu des frais très minimes. Okay. C'est les frais d'administration au début. Okay. Mais c'est vraiment pas beaucoup. Puis j'ai eu des bourses gouvernementales entre le Québec et la France. Donc j'ai eu des bourses HEC Mobilité. J'ai eu une bourse HSBC, qui est une banque, qui aide les personnes qui démarrent un programme national. Puis aussi gouvernementale, qui aide justement, qui encourage les échanges entre la France et le Québec. Donc il y a vraiment beaucoup d'aide. Puis la seule chose que je pourrais dire, c'est que moi, il y avait justement un million de crédits à remplir. Donc j'ai fait les 2 premiers semestres à temps plein. Et moi, j'ai fait le projet supervisé. On te donnait le choix de faire avant de partir ou durant l'autre année. Moi, je l'ai fait avant de partir parce que je ne voulais pas me préoccuper, mais vous pouvez quand même le tirer jusqu'à la fin. Oui. J'avais une question sur les doubles diplômes, mais vous venez d'y répondre. Du coup, ma question, s'il vous plaît, c'est quoi la durée moyenne d'études d'un dossier? Parce qu'on a juste parlé de la date limite de dépôt, mais pas de la durée moyenne d'études d'un dossier de manière générale. Je dirais qu'en moyenne, 3 semaines à 1 mois. C'est rapide. Ouais, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Par contre, il faut avoir toutes les pièces. Alors, j'ai 2 questions. La première question, c'est par rapport justement encore au double diplôme. Par exemple, moi, le double diplôme qui m'intéresse, c'est celui en partenariat avec l'Université de Montréal. Et pour le faire, il faut avoir fait à HEC le diplôme en supply chain et logistique
internationales. Est-ce que c'est possible, par exemple, de commencer avec, par exemple, un diplôme en affaires internationales et ensuite de continuer sur un autre diplôme, ou il faut faire le double diplôme qui correspond? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, le double diplôme, dans ce cas-ci, vous ne suivez pas tous les cours du programme de la MSC. Vous suivez juste une année à la MSC et puis l'autre année chez le partenaire et vous terminez avec les deux diplômes. Donc, vous n'avez pas besoin de terminer tout le diplôme. Si les ententes font qu'on a tout un... j'ai mal compris votre question. Ma question, c'était plutôt, est-ce qu'on peut commencer, par exemple, en affaires internationales et ensuite faire le double diplôme en association avec, par exemple, l'Australie, sachant qu'à la base, ce double diplôme il est connecté avec le master en logistique. Non. Il faut bien répondre justement à la spécialité. C'est ça. À moins de faire un changement de spécialisation, ce qui est possible. Mais si vous prévoyez changer, alors on peut y aller avec la molle dès le départ. Mais du coup, par exemple, est-ce que je suppose que pour cette double diplôme-là, du coup, je te pose la question par rapport à l'ESCP, c'est différent de l'Australie, mais est-ce que donc il y a par exemple un nombre limite? Parce que par exemple, moi en réalité, je suis intéressé par le master en affaires internationales, mais je suis intéressé plus par le double diplôme. Donc, par exemple, si je commence le double diplôme en logistique et que par exemple, je ne peux pas continuer sur le double diplôme à Melbourne parce qu'il y a un nombre limite, je ne sais pas quoi, ça serait triste parce que du coup, je préfère. C'est pour ça que je dirais que le double diplôme, c'est l'option supplémentaire dans notre choix. Moi, je n'avais pas en tête en commençant. Oui, c'est ça. Souvent, ça vient justement dans cette première période, les 3 premiers mois. En général, les entretiens de sélection, ils ont lieu en fin d'année, voire janvier. Comme ça, au moins, là, vous avez déjà connaissance un peu de votre niveau. Vous avez les mentors qui sont là aussi, les professeurs, pour vous guider. Parce que sinon, c'est un petit peu, ça fait un peu loterie, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et du coup, ça veut dire que, par exemple, c'est possible de commencer en logistique et si, par exemple, en décembre ou en janvier, ce n'est pas possible de continuer chez le partenaire pour le double diplôme, de se réorienter, justement, c'est trop tard. C'est-à-dire que vous allez pouvoir terminer tout votre programme ou changer de spécialisation et aller vers affaires internationales, par exemple, pour compléter, faire vous-même votre profil. Mais vous serez diplômé de la dernière spécialisation. Je vous propose juste d'arrêter sur la partie chat en ligne, juste dire au revoir aux personnes en ligne et on va continuer un moment d'échange avec les personnes sur place. Ok, alors, au revoir. Merci beaucoup.